Et bonjour tout le monde. Et je vais plutôt avoir, je dirais, une présentation qui soit focus sur les questions de l'élevage. Et de façon globale, on a à peu près les mêmes tendances lourdes par rapport aux deux autres présentations sur les causes de l'inflation. Et nous mettons beaucoup plus l'accent au niveau du RBM, c'est en ajoutant aussi ce qu'il y a eu des décisions politiques qui ont limité également les échanges commerciaux dans la sous-région, soit à l'échelle locale ou nationale. Et parmi ces décisions, il y a eu cette sanction de la CEDEAO au niveau du Mali qui a limité beaucoup les échanges et par la même occasion entraîné un certain nombre de points d'inflation. Le deuxième point que nous voulons souligner aussi, c'est que chez nous, la détérioration du contexte sécuritaire a été aussi un élément clé dans la mesure où les groupes armés ont pris le contrôle d'un grand nombre de localités, ce qui a entraîné la cessation également de certaines activités et plus sérieusement sur la fermeture des marchés. Si vous voulez, c'est à peu près, je dirais, l'élément, la variable des éleveurs, c'est beaucoup plus cet accès au marché et ça s'est beaucoup plus concrétisé pour nous, surtout sur le fait de la détérioration des termes de l'échange. Pas simplement l'inflation des prix, mais la détérioration des termes de l'échange. Ça veut dire qu'on a eu une flambée également des denrées alimentaires et par la même occasion, une détérioration également des prix des animaux. Et ça a été aussi très variable quand on est soit dans une zone transfrontalière. On ne peut pas apprécier ce phénomène à la fois d'inflation des prix si on est dans une zone transfrontalière, qui sont des zones privilégiées des éleveurs pour des échanges. Et quand nous sommes, ces zones transfrontalières aussi sont des zones et des nids aujourd'hui d'insécurité. Donc, les échanges se sont beaucoup plus restreints. Et il y a aussi cette question des marchés. Les marchés fermés, ça a limité également la capacité de vendre des éleveurs, de pouvoir avoir cette flexibilité dans le renforcement de leur capacité de résilience et le ralentissement également du commerce du bétail. Un autre phénomène qui est assez très clair, c'est que nous sommes au niveau du Sahel. Vous avez plus en plus des zones militarisées. Et ces zones militarisées sont des zones par excellence de production pastorale. Les éleveurs sont obligés de quitter dans ces zones de production, qui sont des zones aujourd'hui mises en défense militairement, pour se retrouver dans des zones où on a plus de concentration et par conséquent, soit abandonner une partie de son cheptel, soit être volé parce qu'il y a plus ou moins de phénomènes d'enlèvement du bétail et le vol du bétail qui devient plus ou moins une grande industrie. Et on a maintenant également des dispositions même qui sont mises en place par certains pays qui vous disent vous pouvez vous déplacer vous, mais vous ne pouvez pas venir avec votre cheptel. Et la dernière décision qui est sortie d'un de nos pays côtiers en témoigne. Alors, quand on rentre un peu aussi sur les stocks, la configuration des stocks, que ce soit pour les agropasteurs et les éleveurs, a beaucoup changé. On a épuisé constamment tous nos stocks de proximité et on est beaucoup plus vulnérable. C'est une des lignes de défense spécifiques, stratégiques de producteurs de façon globale qui a sauté. Donc, on est également plus vulnérable. On s'est permis au niveau du RBM, et ça a été peut-être aussi pour nous, et je dirais le point le plus important, on s'est pensé beaucoup plus un peu à connaître un peu le fonctionnement également de nos membres, de nos systèmes et également et leur vulnérabilité. On a mis en place un dispositif d'information qui date en termes de systématisation à l'heure de la pandémie Covid. Donc, on a lancé une étude de réflexion. Ça nous a permis, grâce à l'appui de la FAO, de pouvoir connaître à peu près quels sont les différents types de chocs et comment les éleveurs les interprètent. En termes d'occurrence des chocs, il est ressorti que le principal choc, c'est d'abord les chocs économiques dus à la conséquence de l'insécurité. Mais au niveau des éleveurs, la question de la pandémie Covid se voit beaucoup plus indirectement par rapport aux restrictions et aux politiques publiques qui ont été mises en place. On le reverra un peu plus. Et la principale manifestation pour les éleveurs, c'est plutôt la hausse des prix des aliments du bétail.
Ça a été vraiment le premier point. Et nous verrons qu'on ne peut pas apercevoir cette manifestation si on ne prend pas le type d'éleveur. Le petit éleveur, l'éleveur moyen, le grand éleveur et le très gros éleveur. On verra que par rapport à ça, ils n'ont pas d'abord subi la même façon les chocs, ils n'ont pas développé la même stratégie et ils ne sont pas au même niveau de résilience. Le deuxième élément, c'était beaucoup plus la hausse des prix des denrées alimentaires. Le troisième élément, pour nous, quand on a parlé de la comparaison entre les crises, à la différence des crises précédentes, c'était des crises qui étaient circoncises dans le temps. Maintenant, nous avons des crises qui s'élargissent. Les causes conjoncturelles sont de plus en plus en train de devenir structurelles. Et ça, c'est un élément qui influe et qui amène les éleveurs à avoir une autre stratégie. On reviendra un peu plus. Donc, les crises qui étaient circoncises dans le temps, soit sur des questions saisonnières, soit sur des questions de dispositifs publics par rapport à un pays, maintenant, on a ces crises qui deviennent de plus en plus permanentes. Dû à la question de l'insécurité, il y a un autre élément essentiel que j'avais dit, le vol du bétail devient de plus en plus un sujet d'actualité au niveau des éleveurs. Alors, pour comprendre à peu près comment les éleveurs ont réagi individuellement, il faut se penser un peu sur la structure des dépenses des éleveurs. En abordant la structure des revenus, on se rend compte que pour l'essentiel des éleveurs, que tu sois petit éleveur ou gros éleveur, tes revenus proviennent essentiellement de la vente des animaux. Et quand on parle de la vente des animaux et que tu te retrouves avec, je dirais, une détérioration des termes de l'échange, c'est sûr que potentiellement, il y a un manque à gagner. Le deuxième élément essentiel, quand on prend la structure des dépenses, on considère également que l'essentiel des dépenses, c'est pour l'achat des animaux. Mais là, je voudrais juste souligner que entre le petit éleveur et le gros éleveur, ils ont tous l'achat de l'aliment du bétail, mais à la différence du grand éleveur, le petit éleveur, sa marge pour racheter et se recapitaliser se diminue. Tandis que le grand éleveur, il a une marge assez très grande pour se recapitaliser. Donc, c'est là un peu la différence qu'il y a. Ils vendent tous des animaux, mais à des termes d'échange qui sont défavorables aux éleveurs, mais avec un effet plus ressenti sur le petit éleveur parce qu'il n'a pas la possibilité de se recapitaliser et pour plusieurs raisons, à la fois la mobilité qui se rétrécit, mais je vais revenir un peu sur quelles sont les stratégies qui sont développées par les uns et les autres. La grande majorité fait ressortir très clairement qu'aujourd'hui, notamment les petits éleveurs, c'est plutôt la débrouillardise. Quand on a posé la question, pour près de 50% des petits éleveurs aujourd'hui, nous n'avons pas de stratégie parce que nos stratégies d'antan sont de plus en plus révolues parce que la mobilité se rétrécit, parce que le contexte sécuritaire ne le permet pas. Par rapport au ressenti, ça varie également en fonction des zones, comme je l'avais dit, des zones qui sont des zones, des épicentres d'insécurité. La vulnérabilité est beaucoup plus grande que des zones qui sont de plus en plus sécurisées. Par rapport aux stratégies, première réponse, près de 50% des éleveurs que nous avons interrogés, pas de stratégie. La seconde stratégie qu'ils développent, c'est la mobilité. Et cette mobilité, comme je vous ai dit, elle est réduite. Troisième élément, c'est les aides qu'ils reçoivent de l'État. Quatrième élément, stratégie alimentaire. Cinquième, recours aux emprunts. Et il y a également des pratiques pour intensifier également les systèmes d'élevage, par soit pratique de culture fourragère, et il y a aussi des stratégies alimentaires telles que la réduction du nombre de repas par jour. Donc voilà un peu comment les éleveurs s'adaptent par rapport à ces différents chocs qu'ils subissent. Au niveau du RBM, comme je l'ai dit, essentiellement pour nous, ce que nous avons plus fait, c'est plutôt devenir une structure de développement des services pour nos membres, qui était beaucoup moindre et un domaine dans lequel on avait beaucoup excellé. On était beaucoup plus sur le plaidoyer, le dialogue politique. Là, on s'est beaucoup plus recentré sur une structure de développement des services pour nos membres. Et pour ce faire, il faut connaître à peu près un certain nombre de paramètres. Et nous avons mis en place des dispositifs d'information qui permettent de le faire. On a excellé un peu, si vous permettez l'expression, associer également les acteurs qui sont les plus aujourd'hui, le niveau de développement est diminué par rapport à la montée en puissance des acteurs humanitaires. Donc, on a plus ou moins développé une capacité à collaborer avec ces acteurs humanitaires parce que nos organisations que nous sommes sont des organisations qui ont un accès dans des zones humanitaires, dans des zones d'insécurité que les autres n'en ont pas. Donc, on a mis également l'accent sur une collaboration beaucoup plus accrue sur les actions humanitaires. On a développé aussi une collaboration plus en intégrant des outils d'innovation
des outils technologiques, en se déplaçant moins et en développant une grande capacité de mobilisation des ressources. Pour dire les choses, depuis l'avènement du Covid, avec une orientation qu'on a sur le développement des services pour nos membres, nous avons nos portefeuilles qui ont beaucoup plus évolué et augmenté en termes d'appui pour nos membres, au détriment beaucoup plus de notre cœur de métier qui était un peu plus le plaidoyer et le dialogue politique. C'est l'adaptation que nous avons eue par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Donc, en résumé, pour nous, je dirais, c'est beaucoup plus également l'environnement dans lequel les éleveurs avaient l'habitude de performer dans les systèmes qui sont de plus en plus contraignants, et c'est plutôt ce levier sur lequel on mettra l'accent en développant également un appui conseil plus de proximité à nos membres.